de ces... Alors, nous sommes. La rencontre Tarek Aziz, James Becker s'est interrompue une nouvelle fois, une troisième fois. Où est-ce qu'on en est, autant que vous puissiez le savoir? Alors, écoutez, Michel, pour ce qu'on sait sur des informations de très bonnes sources, puisqu'il s'agit de sources qui sont associées à ces négociations, car je crois que maintenant, on peut parler de négociations. La matinée a été occupée à définir ce dont on voulait parler. Chacun a mis sur la table les sujets de préoccupation qui étaient les siens. Et ces sujets de préoccupation, je les résume brièvement. Les Américains ont mis en avant, bien évidemment, le retrait le plus rapide possible de la part de l'Irak et du Koweït. Ils ont évoqué la question pétrolière et également le sujet des armes chimiques, nucléaires et biologiques, armes que l'Irak possède ou serait en voie de posséder. Les Irakiens, de leur côté, auraient dit retrait du Koweït, oui, mais à condition qu'un lien soit effectué avec le problème palestinien et que notamment un calendrier soit précisé pour la réunion d'une conférence internationale sur la question palestinienne. Ce sujet semblait, jusqu'à hier, ne pas pouvoir être accepté par les Américains. Deuxième point mis en avant par les Irakiens, que se passera-t-il pour vous, Américains, une fois que la crise sera terminée? Vous retirerez-vous de la région? Nous voulons des précisions sur ce sujet. Troisième question, est-ce que quand nous nous retirerons du Koweït, il y aura une suppression dans l'embargo que vous nous imposez? Enfin, y aura-t-il une nouvelle relation entre les États-Unis et le monde arabe? Et je crois que ceci est intéressant car l'un des derniers visiteurs de Saddam Hussein a entendu le président irakien dire qu'il était extrêmement intéressé par l'idée du président Mitterrand d'un arrangement de sécurité globale pour l'ensemble de la région. Alors, je vous interromps de m'encourager pour vous demander, est-ce qu'à un moment donné, on a parlé de l'initiative de Michel Vozelle, donc le président français de la Commission des Affaires étrangères, qui s'est rendu à Bagdad et qui est le dernier interlocuteur français, mais le dernier interlocuteur occidental à avoir rencontré Saddam Hussein? Alors, je n'étais pas dans la salle de réunion. Non, mais on le croirait. J'étais pas dans la salle de réunion et je suis malheureusement, Michel, incapable de répondre à cette question. Mais quand j'évoque cette question d'arrangement de sécurité pour l'ensemble de la région, cela peut ressembler à ce qu'a pu être une partie de la conversation, précisément, entre Michel Vozelle et Saddam Hussein l'autre jour. Cette conversation s'étant déroulée dans la journée de samedi. Alors, on s'est quitté là-dessus. Chacun a pris contact, l'un avec Washington, l'autre avec Bagdad. Vous savez qu'à Washington, tout cela a laissé le président Bush pensif. Et puis on s'est retrouvés dans l'après-midi, et on s'est retrouvés pour l'instant 2 fois avec une interruption qui a permis de reprendre contact de nouveau. Alors, comment est-ce que tout ça va évoluer? Est-ce que nous nous dirigeons vers un accord? Est-ce que nous nous dirigeons vers une prolongation de cette conférence? Ou est-ce que, à terme, il y a un échec en perspective? Je ne sais pas, mais ce qu'il y a de surprenant, et vous l'avez vous-même relevé, c'est que ce matin encore, on se disait, après tout, cette conférence peut très bien ne durer qu'une demi-heure. Un ultimatum est posé, l'autre répond non, tout le monde quitte la salle. Or, voici que nous nous dirigeons, pour l'instant au moins, les choses peuvent encore capoter, vers un arrangement de sécurité globale qui inclut non seulement les États-Unis et l'Irak, mais où l'organisation... Dominique, je vous interromps à nouveau pour vous dire que Pierre Salinger est en ligne et qu'il va sans doute nous parler du point de vue américain. Pierre Salinger, vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne. Alors, est-ce que vous pensez, vous, que le fait que ça dure, que les négociations durent, que les conversations ont passé la journée, est-ce que vous pensez que c'est un bon signe pour la paix ou au contraire, il faut rester prudent et il ne faut préjuger de rien? Oui, il faut rester prudent, mais à mon avis, c'est assez encourageant que cette réunion a duré aussi longtemps que ça a duré. Ça veut dire que c'est pas seulement James Baker qui allait à Genève pour dire vous sortez, vous avez jusqu'au 15 janvier, au revoir. Et ça, c'était l'impression qu'on avait sur ce que James Baker allait faire quand il allait à Genève. Ils ont évidemment parlé de beaucoup plus de choses. Alors, sur les commentaires qu'on vient de faire de Genève, je voudrais ajouter en 2 choses. Nous avons aussi l'information que M. Tariq Aziz a
effectivement parlé de la sortie de Koweït. Il a associé avec ça, disant qu'il ne pouvait pas le faire avant le 15 janvier. Ça prendrait un certain temps et il voulait une assurance des Américains que si ça prend un peu de temps, il n'y aurait pas d'attaque américaine, même si le jour du 15 janvier n'est pas observé comme dit la résolution des Nations Unies. Deuxièmement, sur le côté palestinien, je pense que c'est certain que M. Aziz a soulevé ce sujet et comme vous avez dit, M. Farouk Kaddoumi est là maintenant dans le même hôtel où cette réunion se passe, le ministre des Affaires étrangères de l'OLP. Mais je pense que la réponse de James Baker à ça, c'est un sujet qu'on discutera après que vous êtes sorti de Koweït, parce que la position américaine sur ce sujet-là va pas changer, d'essayer de lier le sujet palestinien à la sortie de Saddam Hussein de Koweït. Pierre Salinger, on a beaucoup parlé ces dernières 48 heures d'éventuelles divergences entre la position française et la position américaine. Or, on a été assez surpris cet après-midi d'entendre le porte-parole de la Maison-Blanche se féliciter, je cite, de toute aide que pourrait apporter la France. Est-ce qu'il y a eu divergence ou est-ce qu'il y a eu une sorte de partage des rôles et disons de complémentarité, Bush maniant en quelque sorte le gros bâton et la France essayant de nouer le dialogue, notamment sur la question palestinienne, avec l'Algérie, l'OLP et les intermédiaires? Je pense que les Américains ont été très, très satisfaits par la position française, la première position française. Ça veut dire que la position dans laquelle ils ont toujours dit nous respectons la résolution des Nations Unies que Saddam Hussein doit sortir unilatéralement du Koweït. Et deuxièmement, ils ont aussi soutenu la date du 15 janvier. Je pense que qu'est-ce qu'ils font dans l'autre côté pour essayer d'avoir une solution diplomatique, c'est pas quelque chose que les Américains sont contre. Ils ont leur position, mais aussi j'ai l'impression que ils sont pour une solution pacifique de cette crise. Et si les Français arrivent à jouer un rôle, et à mon avis ils jouent un rôle très important, je vois pas pourquoi les Américains seraient mécontents. Pierre Salinger, autre question sur Israël. Nous essayons en ce moment d'entrer en relation avec notre correspondant, notre envoyé spécial en Israël. Mais est-ce qu'à votre avis, il n'y a pas une inquiétude d'Israël qui va se manifester peut-être dans la soirée à l'idée qu'une position américaine est plutôt en train de se nuancer grâce à la position française? Je pense qu'en Israël, ils seront assez mécontents s'ils voient une situation où Saddam Hussein se retire du Koweït, il reste au pouvoir et que sans attaque, il garde tous ses éléments militaires. Pour Israël, ça c'est quelque chose d'assez dangereux. Et je pense qu'ils vont certainement essayer de convaincre les Américains qu'ils ont besoin d'aller plus loin. Mais je pense que nous sommes arrivés à un point maintenant où il y a une masse d'Américains qui sont contre l'idée. D'ailleurs, le dernier sondage qui est sorti ce matin montre que maintenant il y a moins de 50% des Américains qui sont pour une attaque militaire contre l'Irak. C'est à peu près 47 à 44%. Et 44% qui sont pour. Et ça montre aussi dans le Congrès américain qui va commencer des débats demain sur ce sujet et qui est très divisé sur le sujet, qui met M. Bush dans une situation assez difficile. Pierre Salinger, est-ce que vous savez si le président Bush doit parler ce soir? On nous dit que éventuellement c'est lui et non pas James Baker qui commentera ces réunions et ces initiatives. Est-ce que vous en savez quelque chose? Oui, notre information est quand cette réunion est finie, il y aura une conférence de presse de James Baker qui sera suivie d'une conférence de presse du président Bush à la Maison-Blanche. Alors comme vous avez, nous attendons, nous, la conférence de presse du président Mitterrand. Alors Jean-Luc Manot, vous nous avez rejoint. Est-ce qu'on peut dire que l'initiative française est importante et que le président de la République tout à l'heure a déjà de quoi se réjouir de l'initiative française? Alors écoutez, je crois que ce qui est intéressant dans ce qui vient d'être dit, c'est qu'effectivement, depuis le début du conflit, il y a de la part de Saddam Hussein qui, au début, a envahi le Koweït en espérant qu'il n'y aurait pas de réaction. Il a été face à cette réaction internationale.
Il y a une obsession de la part de Saddam Hussein de ne pas donner d'un côté le retrait du Koweït, en risquant toutefois une attaque américaine sur son sol pour réduire son potentiel militaire. Et ça, de ce point de vue-là, il y a concordance avec la politique française, puisque François Mitterrand, à plusieurs reprises, a mis en garde les États-Unis contre des tentations bellicistes, contre une volonté d'aller trop loin. En particulier dans la dernière conférence de presse, il a expliqué respect du droit international, oui, d'accord, évacuation du Koweït, évidemment, utilisation de la force, à l'évidence, si c'est nécessaire pour l'évacuation du Koweït, mais il a signifié aux Américains qu'il n'était pas question pour lui de suivre les Américains n'importe où et d'aller jusqu'à une guerre sur le sol irakien, y compris de rentrer dans Bagdad. Alors ça, c'est le premier point. Donc là-dessus, ce qui se passe à Genève est évidemment encourageant et dans le sens de la position française. Deuxièmement, depuis le début du conflit, on voit bien que François Mitterrand a affirmé d'un côté, pour le respect du droit international, une solidarité de base avec les États-Unis d'Amérique, mais d'autre part qu'il a voulu développer l'autonomie de la politique française. Ça a été d'abord un axe avec Moscou, pour essayer de trouver une solution à la crise, et c'est maintenant un axe avec Alger. Et le président de la République, d'ailleurs, ne se cachait pas dans les derniers jours d'avoir un triptyque, d'essayer de mettre en place un triptyque entre d'un côté une position entre la France, Paris et Alger. Donc ce qui se passe à Genève va plutôt dans le sens d'une position de la France. Je crois qu'il ne faut pas faire de cocorico. Je crois qu'il faut surtout être prudent pour le moment. Nous ne savons rien pour le moment. Il ne faut pas faire de cocorico en disant c'est la victoire de la politique française, mais il est clair que si on arrivait vers là, ce serait... Je vous positif. interromps pour demander à nouveau à nos correspondants à Genève s'ils ont du nouveau. Dominique Bromberger. Oui, alors Michel, selon les informations que Marine Jacquemin, Bruno Fuchs et Assad Haïdar viennent d'obtenir dans l'entourage de Tarek Aziz, celui-ci resterait à Genève ce soir. C'est encore à mettre au conditionnel, car M. Aziz ne l'a pas annoncé lui-même, mais cela vient de l'entourage du ministre des Affaires étrangères irakien. Cela évoque donc une petite éventualité peut-être que ces pourparlers se prolongent au-delà de la journée d'aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on envisage à un moment donné de repousser l'ultimatum, ou est-ce que la date de l'ultimatum est hors de question, est fixée tout à fait sur le 15? Vous n'entendez aucun bruit là-dessus, Dominique? Écoutez, je ne crois pas qu'il faille envisager du tout un report de l'ultimatum. Je serais tenté de poser la question à Jean-Louis Domingueux qui est à côté de moi. Alors, Jean-Louis, vous êtes notre correspondant habituel à Washington, c'est donc vers vous maintenant qu'on se tourne. Non, Michel, je pense qu'il est absolument exclu, au moins pour le moment, de repousser la date de l'ultimatum. En revanche, ce qui est tout à fait envisageable, si au lieu de déclaration de principe exposée face à face dans un hôtel à Genève, on a l'amorce d'une discussion, d'une négociation, à partir de ce moment-là, on peut tout à fait imaginer que demain, messieurs Baker et Tarek Aziz continuent de parler. Monsieur Baker avait l'intention de faire une tournée des pays arabes pour rendre compte de sa conversation avec Tarek Aziz. Il ne peut pas le faire tant que cette conversation n'est pas terminée. Et bien sûr, il serait complètement stupide de dire les négociations sont engagées, nous sommes à Genève pour 8 jours et nous allons aboutir à la paix. Mais il n'est pas en revanche stupide de considérer que peut-être les conversations vont se poursuivre demain matin, demain après-midi. Alors nous continuons notre tour du monde avec notre correspondant à Washington. Gilles Boulot, vous êtes à Washington. Quel est l'effet dans la capitale américaine des négociations qui se poursuivent? Écoutez, Michel, il y a déjà un effet officiel et un petit peu surprenant. On a appris il y a 1 heure environ que George Bush avait signé très récemment ce qu'on pourrait appeler dans une traduction française une sorte de décret présidentiel donnant à l'armée américaine une priorité absolue pour l'approvisionnement en nourriture, en énergie, en moyens de transport, bref, toute la logistique nécessaire en cas de conflit. Les termes employés par George Bush, par le texte donc de George Bush sont les suivants. Les États-Unis doivent pouvoir avoir la possibilité de mobiliser sans délai leurs ressources dans l'intérêt de la sécurité nationale. En d'autres termes, soyons prêts en termes d'intendance au cas où ces négociations échoueraient. Le plus drôle, si l'on peut dire, c'est que la Maison-Blanche prend le soin de préciser qu'il s'agit d'une pure coïncidence dans le temps. C'est-à-dire que ce décret, cet executive order, comme disent les Américains, a été publié aujourd'hui par le plus grand hasard. Je vous interromps. Voici le président de la République française qui arrive à la table du point de presse.